Si tout le monde vous répétait que ce bâton est plus court que l'autre, vous seriez une large majorité à le dire aussi, voire à le percevoir réellement plus court. Je vous en dis plus dans un instant. Pour ceux qui me découvrent, j'ai un parcours en biologie et en psychologie. Ce qui fait que j'aime prendre en compte l'humain à la fois dans son corps et dans sa tête. Bienvenue sur ma chaîne, je suis le vieux. Depuis des centaines de milliers d'années, l'être humain évolue dans des groupes de petite taille. On estime que notre cerveau ne peut gérer de relations sociales stables et significatives qu'avec une centaine de personnes environ. Ce nombre de Dunbar serait un héritage de notre passé de chasseurs-cueilleurs. Dans ces sociétés, l'appartenance au groupe et l'influence du groupe sont vitales. Elles garantissent sécurité, entraide, survie. On apprenait par imitation, on survivait par cohésion. Et la pression sociale jouait un rôle structurant. Elle empêchait les comportements dangereux pour le clan, elle poussait à coopérer. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde de masses anonymes, d'opinion publique, dans une société hyper connectée où des décisions collectives peuvent influencer la vie de millions de personnes. Quand le groupe devient donc trop grand ou trop pressant, que devient notre jugement personnel, alors même que notre cerveau, lui, n'a pas changé? C'est ce décalage qui intéresse la psychologie sociale. Sommes-nous toujours aussi sensibles à la pression du groupe? C'est la question qu'un psychologue américain, Solomon Asch, s'est posée dès les années 50, dans un contexte d'après-guerre, où l'on tentait de comprendre comment des populations entières avaient pu suivre des idées absurdes ou destructrices. Jusqu'à quel point l'individu se conforme-t-il au groupe, même quand ce groupe a manifestement tort? Le protocole de l'expérience. En préliminaire, par souci d'exactitude, il faut toutefois mentionner quelques critiques méthodologiques. Par exemple, au sujet de l'échantillon qui n'aurait pas été représentatif dans les années 50. On a également reproché à l'étude un biais culturel occidental. Mais revenons à l'expérience en elle-même. H réunit 8 participants. Un seul est naïf, les 7 autres sont des complices, instruits pour donner des réponses précises. Le vrai sujet de l'expérience, le participant naïf, croit qu'il va être testé sur ses capacités de perception visuelle. En réalité, l'objectif est tout autre. Mesurer sa tendance à se conformer à un groupe, en l'occurrence les complices de l'expérimentateur. Mais cela, évidemment, on ne le lui dit pas, bien sûr, pour ne pas fausser ses résultats. Il faut noter qu'aujourd'hui, une telle expérience ne pourrait plus être conduite telle qu'elle, car elle viole le principe du consentement éclairé. Ce type de ruse expérimentale, fréquent à l'époque, est aujourd'hui strictement encadré. La tâche est simple. On montre une ligne de référence sur une carte, puis une autre carte avec 3 lignes, A, B et C, de longueurs différentes. Le but est d'indiquer quelle ligne est égale à la première. Les séries s'enchaînent, chacun donnant sa réponse dans un ordre défini. Le sujet naïf est placé en dernière position, ou juste avant. Il entend donc toutes les réponses précédentes avant de donner la sienne. Pendant les premiers tours, les complices donnent tous la bonne réponse, ce qui installe la confiance. Puis, à partir d'un certain point, ils donnent tous délibérément la même réponse, mais celle-ci est fausse. Face à cette situation, le sujet naïf est confronté à un dilemme. Faire confiance à sa perception ou se rallier à l'avis unanime du groupe. Les résultats sont étonnants. Au cours des 12 essais pour un sujet, 75% des participants se sont conformés au moins une fois à un avis majoritaire
manifestement erronée. Deuxième résultat, en moyenne, sur l'ensemble des réponses, environ 37% des réponses données sont des réponses fausses, dues à la pression sociale du groupe. H a ainsi montré, au vu de ces chiffres, que le conformisme n'est pas une faiblesse morale présente chez quelques individus, mais un réflexe humain généralisé. Encore plus surprenant, dans certaines variantes de l'expérience, il ne s'agissait plus de repérer la ligne de même longueur, mais simplement de désigner la ligne la plus courte ou la plus longue. C'est comme ces deux bâtons. Manifestement, l'un est beaucoup plus court que l'autre, mais confrontés à la pression du groupe, les sujets vont déclarer le bâton le plus long, le plus court. Donc un exercice encore plus facile en apparence, et pourtant les résultats sont les mêmes. Face à un groupe unanime affirmant que la longue est la plus courte, la majorité des sujets se laissent influencer. Quelles sont les explications possibles? Plusieurs hypothèses permettent de comprendre ce phénomène. La peur de l'exclusion ou du ridicule, une stratégie sociale pour ne pas faire de vagues, un conformisme normatif, je sais qu'ils ont tort mais je veux rester dans le groupe, ou un conformisme informationnel, je doute de moi, s'ils sont tous d'accord, c'est peut-être moi qui me trompe. Enfin, d'autres variantes ont été testées par H. Variante 1, le sujet est seul dans la pièce, mais il croit que les réponses des autres lui sont transmises par un système audio. Résultat, le taux de conformisme chute drastiquement. Cela montre que ce n'est pas seulement l'information qui influence la réponse, mais la présence physique du groupe. Deuxième variante, la présence d'un allié, un complice, qui donne lui aussi la bonne réponse, montre que la résistance au groupe devient plus facile avec un soutien. Ce qui veut dire qu'il suffit que l'avis faux du groupe ne soit plus unanime pour que en fait, le sujet naïf se précipite dans la brèche et en profite pour donner sa bonne réponse. 3. Si les complices sont perçus comme étant des experts, le conformisme augmente. Mais ce n'est pas tout. Plus étonnant encore, des études modernes utilisant l'imagerie cérébrale fonctionnelle ont montré que cette influence du groupe sur l'individu ne se limite pas à une modification des réponses du sujet par simple stratégie sociale ou par peur de déplaire. La perception elle-même semble modifiée. Chez certains sujets, les zones du cerveau impliquées dans la vision s'activent différemment lorsqu'ils se conforment au groupe. Comme si leur cerveau reconfigurait la réalité pour qu'elle colle à ce que dit le groupe. En clair, l'influence du groupe peut aussi altérer notre perception du réel, pas seulement notre comportement ou nos réponses verbales. En conclusion, cette expérience célèbre a depuis été répliquée, modifiée, adaptée, avec des variantes, présence d'un allié, anonymat, degré d'ambiguïté. Les résultats varient, mais une constante demeure, même si des études cross-culturelles montrent des taux de conformisme variables selon les sociétés. Par exemple, les sociétés individualistes comme les États-Unis montrent des taux de conformisme légèrement inférieurs aux sociétés collectivistes asiatiques. Donc malgré ces quelques différences, on peut néanmoins affirmer que le groupe influence profondément notre comportement. Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, de la pensée dominante, de l'opinion en boucle, cette leçon reste plus que jamais d'actualité. Cette expérience nous rappelle aussi une vérité essentielle. Nous ne sommes pas aussi rationnels que nous le pensons. Notre besoin d'appartenance peut modifier nos comportements et même nos perceptions. À l'origine, le groupe servait à protéger l'individu, à l'encadrer, à le relier aux autres. C'est-à-dire que la pression du groupe servait sans doute à réguler les comportements individuels pour maintenir la cohésion sociale. Se conformer au groupe servait à survivre. Aujourd'hui, ce mécanisme psychologique est connu et étudié. Et ces connaissances peuvent être utilisées pour influencer nos décisions, nos opinions, nos comportements
de consommation par exemple, ou nos choix politiques. Il ne s'agit pas ici de céder à la paranoïa ou au complotisme, mais simplement de rappeler l'importance de l'esprit critique et la nécessité de revenir parfois à sa propre perception, même quand tout le monde semble penser autrement. Le danger, ce n'est pas le groupe. Le danger, c'est l'abandon de l'esprit critique. Alors, comment résister à cette mécanique cérébrale, à ce biais ancestral, pour conserver notre libre arbitre? Faut-il s'isoler? Non. Mais peut-être s'entraîner à observer nos automatismes. Peut-être également puiser dans des traditions millénaires. Certaines pratiques contemplatives et méditatives visent justement à cultiver une perception détachée des influences externes, comme un antidote à ce biais de pression du groupe. La sagesse stoïcienne, elle, recommande de distinguer ce qu'on contrôle de ce qu'on subit. L'exercice stoïcien de la préméditation des mots, par exemple, invite à anticiper les pressions sociales pour mieux les désamorcer. Savoir dire non, même quand tout le monde dit oui, c'est peut-être le vrai début de la pensée autonome. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout cela. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Portez-vous bien. Ciao.